et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, on fera le point justement avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities, notamment sur DBV et Valneva. Et notre entretien est lui consacré à Nawal Ouzran, directrice générale de Sensorion, le Journal des Biotech. C'est parti. Et on retrouve toujours avec grand plaisir pour notre point d'actualité Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors, forcément vous êtes avec nous, il faut qu'on commente notre feuilleton, nos séries à succès, parce qu'il y a eu un sacré news flow sur la semaine écoulée. On va commencer plutôt par la bonne nouvelle, DBV Technologies, ce bond incroyable la semaine dernière, plus de 23% en une séance, plus de 20%, je ne sais plus exactement qui était la progression, parce que la biotech, elle a annoncé des résultats positifs de l'étude de phase 3, menée toujours avec le patch qu'on connaît bien, Viaskin Peanut, chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide. Donc ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Dans la foulée, la société a annoncé un financement d'à peu près un petit peu moins de 200 millions de dollars. C'est le retour sur de bons rails pour DBV, Frédéric ? Il faut souhaiter. Ouais. Alors, c'est quand même deux bonnes nouvelles. Alors, l'une étant la conséquence de l'autre, puisque la leçon a été rendue possible grâce aux data d'Epitop. Alors, le côté positif, c'est que c'est vrai que les data d'Epitop sont bons. Alors, autant Pépite, il y avait quand même des questions autour de la robustesse des data Pépite. Autant là, sur Epitop, c'est beaucoup plus clair. Je pense que les marchés ont aussi apprécié l'espoir potentiel d'une issue favorable sur le plan réglementaire. C'est quand même une chose importante à savoir, c'est que le concurrent direct de DBV, qui est Aimmune, qui a été racheté par Nestlé, donc le produit d'Aimmune, un Palforzia qui est approuvé aux US, l'est à partir de l'enfant âgé de 4 ans, donc de 4 à 17. Mais au final, il y a comme un désert médical aux US chez les 1-3 ans. Donc, quelque part, DBV, si jamais ils sont capables, ils ont annoncé qu'ils allaient entamer des discussions avec la FDA au sujet de cette étude spécifiquement et de cette classe d'âge spécifique. D'accord. Mais si jamais il y avait quelque chose de positif qui pouvait sortir de ces discussions, DBV serait un peu dans une position de monopole, puisque Palforzia ne pourrait pas aller chez cette population-là. Donc, je pense que c'est ça aussi qui, en plus de la qualité des data, c'est ça qui a un peu redonné l'espoir, puisque on va dire que la société a quand même un historique un peu chaotique avec la FDA et puis l'IMEA. Mais là, il y a quelque chose un peu de tangible, de concret qui peut nourrir un espoir et une issue positive. Donc ça, c'est quand même à saluer. Maintenant, il ne faut pas oublier que la société continue son programme chez les enfants au-delà de 4 ans, 4 à 17, avec l'étude Vitesse, qui est censé commencer avant la fin d'année. Et en termes de news flow, ce qu'il faudra guetter, c'est le Type C meeting que va avoir la société avec la FDA. Ils sont censés l'avoir avant la fin du deuxième trimestre. Donc, on peut penser qu'il y aura une communication qui sera faite par la société courant juillet, parce qu'après, il faut attendre les minutes. Puisqu'un Type C, je pense que DBV a demandé des minutes écrites. Et la société devrait communiquer sur ces minutes-là une fois qu'elle les a reçues. Mais oui, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Derrière, il y a eu le financement qui donne quand même une grosse bouffée d'oxygène, parce qu'on avait un peu plus de 70 millions d'euros en cash à la fin mars. Là, c'est quand même une levée qui est significative, qui porte quand même, puisque quand vous regardez, depuis l'IPO de la société en 2011, elle aura levé plus d'1 milliard d'euros. Oui, quand même. C'est pas rien, 1 milliard. Il y a peu de biotech en France qui ont levé 1 milliard. Donc là, avec cette levée de fonds, ils atteignent ce chiffre un peu symbolique. Et maintenant, il faut juste souhaiter que l'exécution soit bonne. Alors, c'est plus la même équipe, c'est plus la même équipe dirigeante que Pépite. Mais il faut vraiment souhaiter que l'exécution soit bonne sur le plan clinique. Oui, parce que Frédéric, ça c'est deux bonnes nouvelles, mais sur le fond, j'ai envie de dire, ça ne change pas fondamentalement le calendrier de DBV maintenant, si ? Alors, ça peut le changer s'ils sont capables de faire sauter le verrou sur la tranche d'âge 1-3 ans, qui n'était pas forcément anticipée par les marchés, par les acteurs. D'accord. Parce qu'on peut penser aussi, alors le débat va être sur la taille de cette population cible, si jamais ils réussissaient sur le plan réglementaire. Maintenant, on sait que le plus gros marché, il reste quand même chez les enfants de 4 à 17. Et c'est là que véritablement DBV va être attendu. Et vu le passé et l'historique, je pense que on a vu que les discussions avec la FDA avaient quand même pris du temps, elles sont toujours en cours. Je pense que c'est vraiment là qu'on va attendre DBV et il va falloir qu'ils exécutent parfaitement sur cette étude vitesse parce qu'elle est clé.
Je vois plutôt la population 1-3 ans comme étant au final un espèce de bonus, quelque chose qui n'est pas forcément plus, mais qui a permis ce bond au final et qui a permis l'augmentation de capital. Mais ouais, le vrai challenge pour eux, ça va quand même être chez les 4-17. C'est ça aussi, hein, le modèle des biotech, c'est trouver des indications parfois où on nous attend moins ou peu, et puis se redonner comme ça du temps pour développer les projets principaux, les indications principales. Non, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que ça peut être un beau rebond au final, et ça peut être une belle opportunité à saisir. Bon, des bonnes nouvelles pour DBV, forcément, vous êtes avec nous, on va parler aussi de Valneva, mais ce n'est pas de notre faute, c'est l'actualité là aussi. Avec là, de moins bonnes nouvelles, Valneva qui nous fait part, allez, on va le dire comme ça, de son pessimisme sur la capacité à mener à bien son projet de vaccin contre le Covid-19, alors que les besoins, en tout cas les commandes au niveau de l'Union européenne, passées par la Commission européenne, sont en train de fondre comme neige au soleil. Frédéric, je voudrais vous entendre parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Notamment des propos un peu, on va le dire, cocardiers, de dire voilà, l'Europe a ouvert grand la porte aux pharma, aux biotech américaines, et puis fait preuve d'un côté très procédurier avec les sociétés françaises, voire même serait en train de défavoriser notre biotech nationale. On y croit à ça ? Alors, on n'y croit pas, et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même un événement qui s'est produit début juin, quand Moderna a annoncé un amendement à son accord avec la Commission européenne, puisque Moderna devait livrer des doses au deuxième trimestre à l'Union européenne, et qu'ils ont trouvé un accord pour repousser cette livraison de doses à la fin de l'année, voire début 2023. Et quand on regarde les chiffres, et quand on va même sur les sites gouvernementaux, et en France, on a quand même pas mal d'infos, on voit bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus aucune vaccination. C'est-à-dire que ce soit le premier, deuxième ou les troisième élections les rappellent, il y a quasiment, il y a très peu de doses qui sont injectées en France. Donc, il y a eu de grosses commandes qui ont été passées par l'Union européenne et certains États. On peut penser que l'Union européenne, en fait, un peu croule sous les stocks, ou tout du moins a des stocks ou des engagements. Je pense que l'Union européenne a pris des engagements qu'elle n'est pas forcément sûre de tenir. On voit aussi qu'avec Omicron, il y a quand même eu un ralentissement clair et net de l'épidémie. On voit bien qu'on n'a pas entendu parler d'un nouveau variant qui serait beaucoup plus dangereux et qui justifierait d'une 4e dose à une échelle très large, ou d'obliger vraiment tout le monde à avoir sa 3e dose. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'à l'heure actuelle, la plupart des gens qui ont pris la 3e dose, il y a quand même beaucoup de personnes, et en tout cas, les tendances de vaccination, c'est chez les plus de 65 ans. Et à l'heure actuelle, un des gros problèmes, on l'avait déjà évoqué au sein du JDB, c'est que la stratégie clinique de Valneva, en tout cas les discussions qu'ils avaient avec les autorités compétentes, c'était chez les 18-56 ans. Et à l'heure actuelle, de toute façon, le vaccin n'aurait pas eu d'AMM chez les personnes les plus à risque qui sont censées se faire vacciner. Donc, ce n'était pas une bonne nouvelle. Moderna, début juin, pouvait déjà nous indiquer que les volumes n'étaient peut-être pas forcément là, ou la demande n'était pas forcément en Europe. Donc, au final, ce n'est pas une surprise. Alors, la société s'était vraiment mise sur un mode volontaire et un peu combative lorsqu'elle avait déjà fait la première annonce de la possibilité de la résiliation du contrat. Là, on a vraiment le sentiment qu'avec le communiqué de presse de vendredi dernier, c'est un peu un enterrement du projet. Frédéric, je vous coupe, mais on avait évoqué un moment ici aussi de se dire que certes, il y avait l'Europe, mais il y avait peut-être à la fois la constitution de stocks. Quand je vous écoute, les stocks, ils sont peut-être déjà là. Et puis peut-être d'autres marchés. On parlait peut-être de l'Asie, peut-être de l'Afrique, où il y aurait une demande pour des vaccins moins chers, plus robustes aussi en termes de conservation. Ça vous semble crédible ou en l'état, pas vraiment ? C'est pas du tout évoqué par Valneva. On a l'impression que finalement, cette possibilité d'avoir d'autres marchés, elle n'est pas super, probante. Les marchés, il faut aussi cibler. Alors, c'est malheureux à dire, mais pour une biotech, il faut aussi que les gouvernements puissent payer les doses. Donc, de facto, on va exclure certaines zones géographiques où on sait que les pays ne peuvent pas forcément, n'ont pas les ressources financières pour payer. La constitution du stock, je pense que des stocks de précaution, et on le voit un peu avec la variole du singe, où il y a un regain d'intérêt pour le vaccin de Bavarian Nordic, qui est lui, eux, ils ont déjà des deals avec certains États pour faire justement des stocks. Je pense que la thèse du stock, elle est encore valable. Maintenant, après, la question, c'est combien de millions de doses vous voulez stocker, sachant qu'il y a une date de péremption, parce que c'est toujours pareil, le vaccin, il a une date de péremption qui est connue. J'ai du mal à croire que les États vont faire des stocks. S'ils devaient faire des stocks, ils feraient des stocks de plusieurs dizaines de millions de doses. Là encore, compte tenu de la dynamique de la pandémie, et on sait très bien, une fois de plus, qu'il y a certains patients qui sont quand même plus à risque que d'autres.
Faire des stocks pour vacciner des adolescents, ça n'a peut-être pas forcément un grand sens à l'heure actuelle. Donc, maintenant, il y a une chose quand même qu'il faut préciser sur Valneva, c'est que on est censé avoir l'opinion du comité du médicament CHMP la semaine prochaine. Donc déjà, ça va quand même être une étape à surveiller. Et puis, on a quand même au niveau du JDB rappelé que Valneva, ce n'était pas uniquement le Covid. On a bien rappelé plusieurs fois qu'il y avait quand même chikungunya qui devrait avancer cette année et la maladie de Lyme, qui sont quand même d'autres actifs. Donc, il y a eu un emballement qu'on a pu voir sur d'autres acteurs comme CureVac, comme Novavax, sur le Covid, mais ce n'est pas que ça. Donc, la société est affectée à l'heure actuelle, c'est clair, puisque tout le monde a coupé au final la commande, la valeur de la commande de l'Union européenne. Mais il y a quand même quelques actifs au sein de cette société toujours. Frédéric, on voulait aussi finir en ouvrant nos chakras, repoussant un peu nos horizons, nos frontières, en évoquant le nom d'une société, d'une biotech belge que vous aimez bien, que vous suivez, Argenix. Alors oui, Argenix, c'est une belle société du Benelux. Alors elle a été un peu connue puisque son ancien directeur financier était l'ancien directeur financier de Nicox. Donc il y a eu une petite connexion France-Argenix il y a quelques années. Non, mais Argenix, c'est une belle société, c'est une des plus grosses capitalisations boursières en Europe dans le domaine de la biotech, puisque ça vaut plus de 15 milliards, donc c'est quand même une belle taille. Et la spécificité d'Argenix, c'est vraiment d'être un acteur majeur sur le domaine des maladies auto-immunes, avec une approche assez unique et originale, puisqu'ils ont été les premiers au final à développer un médicament qui cible le récepteur néonatal. Et ils ont été capables en fait d'enregistrer un médicament aux États-Unis qui est approuvé depuis décembre dans une maladie qui est la myasthénie gravis. Et la myasthénie, en fait, c'est une atteinte des jonctions neuromusculaires. Donc, en fait, il y a un problème de conduction nerveuse à ce niveau-là. Et la conclusion, c'est qu'il y a une grosse faiblesse musculaire. Donc, c'est des gens qui ont notamment des troubles de la vision, parce qu'il y a des problèmes au niveau de la paupière. Et il y avait un médicament qui était approuvé dans la myasthénie gravis, qui était un médicament d'Alexion, le Soliris, qui fait quand même un beau chiffre d'affaires. Et là, ils sont arrivés avec une nouvelle approche et ils ont publié un chiffre d'affaires au premier trimestre qui était bon, puisqu'ils ont fait 21 millions de dollars après un juste 3 mois de vente, ce qui est quand même un beau lancement. On peut penser que l'année va être belle et que même si la société n'a pas fourni de guidance, on risque de se retrouver dans une situation un peu de beat and raise où la société va faire mieux que ce que le marché attend. Et les attentes des marchés de facto vont augmenter. Et en termes d'une chose, ce produit devrait, tout comme Valneva, recevoir son AMM la semaine prochaine en Europe. Et parallèlement, ils ont un partenaire en Chine. Imminent, là. Imminent, c'est imminent. C'est imminent. Alors, on peut penser que le vote va être positif vu la qualité des datas. C'est un produit qui a déjà une ATU en France. Donc, il y a déjà des patients français qui bénéficient de ce produit. D'accord. ATU, on rappelle l'autorisation temporaire d'utilisation. Hein. Exactement. Et l'avantage d'Argenix, c'est qu'il coule sous le cash. Donc, ils ont été capables de mettre en place des forces de vente. Ils ont un partenaire pour la Chine qui devrait déposer la demande d'AMM en Chine incessamment sous peu. Donc, il y a une bonne dynamique. C'est un bon dossier. Et puis, ils ont également développé ce produit qui s'appelle Vyvgart dans une autre indication, dans une autre maladie auto-immune qui est la thrombocytopénie, qui est en fait une destruction des plaquettes. Et qui, alors, si vous n'avez pas de plaquettes, il n'y a pas de caillot qui va se faire quand vous vous coupez. Donc, au final, on a un risque hémorragique important. Et la société mène 2 études de phase 3. Et en fait, ils ont publié des datas positives lors de la première phase 3. On attend les résultats de la seconde phase 3 plutôt au début d'année prochaine. Mais c'est une société qui offre un profil au final un peu différencié parce qu'il y a déjà du chiffre d'affaires, parce que le produit est approuvé. Donc, il y a pas mal. En tout cas, il y a une composante commerciale, il y a toujours une composante R&D. Mais sur ce produit-là, en tout cas dans la thrombocytopénie, ils l'ont plus ou moins dérisqué. Donc, ils pourront faire un lifecycle management parce que si le produit est approuvé dans 2 indications, on peut penser que le potentiel de marché est de plusieurs centaines de millions de dollars pour ce produit seul, avec une belle marge. Donc, c'est vraiment un beau dossier. Et surtout, on constate à l'heure actuelle que dans un contexte macro, un environnement qui est quand même difficile, les seules sociétés qui résistent, ce sont les grosses, qui ont des grosses capitalisations boursières, puisque les gens généralistes, en fait, sont moins effrayés par ce genre de profil-là que les market cap inférieurs à 1 milliard, exposés à un risque clinique. Donc, Argenix, en fait, a pas du tout souffert comme d'autres titres. Et les perspectives futures sont plutôt intéressantes. Donc, dans un contexte défensif, ça peut constituer une belle opportunité.
surtout s'il repassait sous les 300 €, parce qu'il navigue un peu Ah oui, c'est entre les un peu deux. cher quand même, Frédéric, à l'achat. Ça vaut un peu, mais dans un environnement qui est tellement volatile et instable, trouver des idées qui soient Oui. avec un profil de risque un peu plus contrôlé, il n'y en a pas tant que ça au final. Bon ben voilà, Argenix, biotech belge à découvrir. Merci beaucoup Frédéric pour ce point d'actualité. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Bonjour Nawal. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Alors Sensorion, je le rappelle, biotech spécialisée dans les troubles de l'audition et cotée en bourse depuis avril 2015. Nawal, l'actualité la plus récente pour Sensorion, c'est cette l'approbation en France du lancement de l'essai clinique de preuve de concept de Sens 401 pour la préservation de l'audition résiduelle suite à l'implantation cochléaire. Qu'est-ce que vous attendez de cet essai de phase 2 ? Combien de patients concerne-t-il ? Voilà, un petit peu le détail sur cet essai. Oui. Alors pour revenir un petit peu à l'historique, ça concerne en fait une collaboration avec le leader des implants cochléaires, une société qui s'appelle Cochlear. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais c'est une collaboration qu'on a démarré avec eux en fait toute fin 2017. Et le démarrage, c'était une étude préclinique qui a conduit à Cochlear et Sensorion de décider de faire cette étude clinique. Donc, on va faire cette étude dans 2 pays, en France et en Australie. On vient de recevoir... Parce que Cochlear est un groupe australien, c'est ça ? Absolument, oui. Et donc, c'est les leaders sur les implants cochléaires et leur ambition, c'est de pénétrer le marché des adultes. Alors, pourquoi ? Aujourd'hui, les implants cochléaires, c'est la pratique médicale pour les enfants qui naissent sourds. Et il existe une grosse opportunité pour eux quand vous regardez la taille du marché sur le marché adulte, notamment la presbyacousie, donc les gens qui souffrent vraiment de surdité profonde. Un implant cochléaire, ça peut les aider. Mais quand vous regardez la pratique médicale, pour ces patients qui vont recevoir un implant cochléaire, malheureusement, quasi 100% d'entre eux vont avoir une perte d'audition résiduelle après la chirurgie. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser le Sens 401 en combinaison avec les techniques chirurgicales, les implants cochléaires, pour voir si on peut maintenir l'audition résiduelle de ces patients avant et après la chirurgie. Bon, donc combien de patients et puis quand est-ce qu'on peut, vous allez me dire que je suis impatient bien sûr, quand est-ce qu'on pourra avoir les premiers résultats ou en tout cas les premières communications sur cet essai ? Alors on attend l'approbation réglementaire en Australie incessamment sous peu et dans la foulée le premier patient qui sera inclus. Je pense qu'on va faire une analyse intermédiaire d'ici la fin de l'année. Bon, d'ici la fin de l'année. Il faut le dire, il faut revenir aussi, en janvier, Sens 401 n'avait pas atteint le critère principal d'évaluation dans la perte auditive soudaine. Il y avait une grosse réaction du titre en bourse. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il était finalement pertinent de poursuivre les essais dans les autres indications, puisque je pense notamment aussi à Sens 401 dans l'autotoxicité induite par le cisplatine. Ouais. Alors c'est vrai que malheureusement on n'a pas atteint le critère principal d'efficacité, juste pour peut-être revenir un peu sur le design de l'étude. Ce qu'on souhaitait, en fait, la perte neurosensorielle soudaine, c'est une maladie qui atteint les patients environ 200 000 par an et les gens deviennent sourds en 72 heures. Ce qu'on sait, c'est que le processus de mort cellulaire, il dure 2 semaines. Donc, on s'est dit, on va traiter pendant 1 mois et on va regarder à 1 mois, par rapport au bras placebo, ce qui se passe. À 1 mois, malheureusement, on n'a pas atteint le critère principal. Mais on suivait les patients jusqu'à 3 mois. Et à 3 mois, dans ce cas-là, en fait, on a sur 90 patients sur 115 qui ont atteint le critère principal d'efficacité. Alors malheureusement, on n'a pas regardé au bon moment. C'est en fait un phénomène du Sens 401 qu'on n'avait pas nécessairement identifié dans les études précliniques. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à maintenir en fait les cellules dans un état de protection. Et après, ce qui s'est passé, c'est que les neurones se reconnectaient et les synapses se reconnectaient. Et du coup, il y avait une meilleure en fait, transmission des informations depuis l'oreille en périphérique jusqu'au cerveau, ce qui permettait en fait la compréhension des mots. Et donc ces données-là, en fait, c'est ce qui nous ont donné confiance de continuer. En plus, on a eu un autre effet vraiment massif sur les patients les plus sévères. On a des patients qui sont rentrés dans l'étude qui étaient sourds, qui sont sortis de l'étude avec une audition normale. Ah oui, quand même. Cochlear, qui est un expert de ces terres thérapeutiques, qui est l'audition, bien entendu, a regardé nos données dans le détail avant de s'engager à faire cette étude clinique en fait, pour les implants cochléaires. Et ils étaient vraiment assez enthousiastes en fait, sur la qualité des données. Donc tout ça,
ça nous a donné confiance dans la perspective de continuer. Ensuite, ce qu'on disait, c'est, OK, avec le capital qu'on a, quelle indication prioriser? Donc, il y a soit la perte neurosensorielle soudaine de 100 000 patients, ce que j'ai mentionné, mais il y a aussi d'autres opportunités où le SENS 401, en tout cas dans les modèles précliniques, avait démontré une belle efficacité, et notamment dans les perspectives de prévention. Donc, dans des conditions où on sait que les patients vont perdre l'audition, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on commence en fait à traiter avant et pendant? Est-ce que dans ces cas-là, en fait, le SENS 401 sera encore plus performant? Et c'est pour cette raison qu'avec notre conseil scientifique, avec notre conseil d'administration, on a décidé de générer les données dans un contexte en fait, de prévention pour les patients qui souffrent de cancer, qui vont en fait, subir une chimiothérapie. Dans ce cadre-là, on sait qui sont les patients, de les traiter une semaine avant la chimio, puis pendant toute la chimio, et de voir ce qui se passera en fait à la fin des cycles. Quels sont le potentiel commercial des deux indications dans lesquelles SENS 401 est encore en essai? Alors pour les pertes neurosensorielles soudaines, donc c'est 200 000. Pour la cisplatine, c'est 500 000 patients rien qu'aux États-Unis en fait chaque année. Et 200 000 aux États-Unis aussi? Non, c'est global. Global, d'accord. Donc là, il y a déjà au moins un rapport 2,5 qui est important. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'est dit, c'est important que la société elle investisse en fait son propre capital, ses propres ressources pour générer ces données-là, parce que qui le fera en fait si on ne le fait pas? Alors on est très impatient en fait de démarrer cette étude, comme celle de Cochlear, qui sont dans un contexte de prévention pour voir le potentiel du produit. Alors quand je vous écoute quand même, Nawal, et c'est écrit aussi, la société l'a écrit, vous expliquez lors des résultats que vous exploriez encore les possibilités de partenariat pour le SENS 401 dans justement cette perte soudaine d'audition. Ça veut dire que le programme n'est pas définitivement abandonné, que ces données vous disent que potentiellement, si vous arrivez à convaincre un acteur, un partenaire, on peut relancer cette indication également? Absolument. Oui. Sincèrement, si je n'étais pas contrainte par les ressources, c'est quelque chose qu'on aurait fait nous-mêmes en fait. On a discuté avec des experts réglementaires. Il y a clairement un parcours pour aller en phase 3 avec un design, mais au lieu de regarder à 1 mois, de regarder à 3 mois sur cette indication-là. Comme je le disais encore une fois, sur toutes les indications qui sont possibles, quel est le meilleur package en fait, que la société peut développer, élaborer pour créer de l'engouement et de l'inspiration autour de ce produit. Et on pensait que générer des données cliniques pour la première fois dans ces contextes de prévention, c'était aussi important. Oui. Ça veut dire que finalement, les essais en cours peuvent redonner des arguments pour en tout cas, c'est notre thèse, absolument. Oui. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Bon, très clair. Alors, il y a cet actif historique, mais Sensorion, ce n'est pas que ça, c'est aussi des programmes plus précoces, certes, mais prometteurs en thérapie génique. Cet accord de partenariat avec l'Institut Pasteur. Il y a différentes indications, c'est un peu technique, je vais quand même les mentionner. Déficience en otoferline, syndrome de Usher de type 1, perte d'audition liée aux mutations du gène GJB2. J'avais dit que c'était technique, c'est les indications qui ont été prioriser. Comment progressent justement ces différents programmes aujourd'hui? Alors, ils progressent bien. Juste pour rappel, on a annoncé que le syndrome de Usher, on avait décidé de déprioriser. C'est une toute petite indication. Donc là, le focus, c'est sur la déficience en otoferline et la perte d'audition liée au gène GJB2. Alors, pour la déficience en otoferline, qui est le plus avancé, les jalons importants cette année, c'est la production des lots tox, parce qu'on sait que la production en thérapie génique, c'est un gros sujet. Donc, on va annoncer au marché quand ça sera terminé pour donner de la confiance. Et puis après, le démarrage de l'étude de tox pour faire une demande d'autorisation. Absolument, pardon. Et pour préparer en fait le package qu'on soumettra aux autorités réglementaires début 2023, donc première partie de 2023. Et on espère avoir une autorisation pour démarrer une étude clinique, une première, donc pour injecter un enfant qui est né sourd, qui souffre de la déficience en otoferline. Donc ce serait quoi, 2023 2023, absolument, si tout se passe bien pour nous. Et pour le gène GJB2, alors celui-ci, il est un peu plus en amont. Par contre, en termes de taille de marché, c'est beaucoup plus gros que l'otoferline. C'est la cause la plus importante en fait, de surdité à la naissance.
Et aujourd'hui, on va identifier le candidat cette année. Donc, quel candidat sera après étudié en études précliniques, donc, pour lequel on va dépenser des millions d'euros pour faire la production, pour faire les études de toxicité, etc., etc. Bon, des millions d'euros. Justement, vous disposiez d'une position de trésorerie plutôt solide, 50 millions d'euros à la fin de 2021, qui assure une visibilité financière jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023. Qu'est-ce que, justement, vous devez, selon vous, délivrer d'ici là pour convaincre de votre stratégie? Oui, je pense que c'est clé pour nous d'exécuter. Donc, le SENS 401, on vient de parler des 2 indications avec Cochlear, avec la prévention de l'autotoxicité. Donc, je pense que ce qui est très important pour nous, c'est de montrer au marché qu'on arrive à avoir les autorisations réglementaires, qu'on recrute les patients et on va faire des analyses intermédiaires pour montrer le potentiel de ce produit. Donc, ça, je pense que c'est un chapitre extrêmement important pour renouer avec l'engouement, je l'espère, des actionnaires et d'autres investisseurs. Et puis en ce qui concerne la thérapie génique, là aussi c'est un nouveau chapitre qu'on a démarré en 2019. Je pense que c'est important de au moins montrer qu'on arrive à produire et puis de continuer comme on a annoncé au marché. Donc après les lots de production, faire les études de toxicologie, faire la demande de soumission première partie de 2023 et recruter les patients. Ouais, donc dérouler la stratégie. En bourse, on l'a un peu évoqué, le cours il a beaucoup souffert. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux actionnaires qui sont dans l'aventure Sensorion et qui ont vu leur cours, leur titre baisser sur les derniers mois? Alors clairement, je ne suis pas heureuse non plus de où le cours se trouve. C'est clair que malheureusement, on n'a pas atteint le critère principal d'efficacité. Le cours a beaucoup souffert à ce moment-là et on a eu ça dans un contexte macro qui est un petit peu compliqué. Donc ce que je tiens à dire aux actionnaires qui sont restés loyaux à Sensorion ou les autres qui potentiellement pourraient envisager de rentrer dans notre actionnariat, c'est que nous, on reste concentrés sur les fondamentaux qu'on vient d'évoquer. L'équipe, elle est motivée, elle a vraiment envie de réussir, même si nos résultats SENS 401 à un mois n'étaient pas comme on les attendait. On pense que ce produit il peut vraiment changer la qualité de vie des patients qui souffrent de surdité. On espère pouvoir le démontrer avec les 2 autres études. Et de la même manière pour la thérapie génique, je peux vous dire qu'avec l'Institut Pasteur, on travaille de manière acharnée pour pouvoir réaliser cette première mondiale d'injecter un enfant né sourd et peut-être lui rendre l'audition. Bon ben voilà, un travail acharné qui, on l'espère, finira par payer. Merci beaucoup Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, pour ces explications aujourd'hui dans le Journal des Biotech. Merci beaucoup. Le Journal des Biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.